Parlons-en, un podcast du département de l'Aude. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du département de l'Aude. Aujourd'hui, je reçois David Mazot, chargé de mission architecture et archéologie à l'AMPM. L'AMPM, c'est l'association Mission Patrimoine Mondial à qui le département a confié le pilotage de la candidature des forteresses royales du Languedoc au patrimoine mondial de l'UNESCO pour 2026. Alors David, bonjour. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre rôle au sein de l'AMPM et sur votre rôle dans la candidature portée par le département de l'Aude? Alors oui, la MPM, donc sa mission première, c'est à la fois de constituer et défendre le dossier de candidature, et en même temps de déployer ce qu'on appelle le plan de gestion de la candidature, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de conserver les monuments que l'on présente au patrimoine mondial, de les mettre en valeur et de faire qu'il y ait des retombées intéressantes, durables, viables pour le territoire si l'inscription a lieu. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va en intéresser plus d'un. Donc comment est-on passé de l'appellation Château-Cathare, très répandue sur le territoire audois, à l'appellation Forteresse royale du Languedoc, puisque du coup c'est sous ce nom que candidatent les 8 forteresses inscrites pour cette candidature. Alors pourquoi forteresse royale? Parce que pour candidater à l'UNESCO, il fallait parler clairement des choses. Et cette histoire de Château-Cathare est quelque chose qui, certes, a une réalité, mais historiquement ne s'applique pas aux châteaux candidats, aux châteaux les plus connus. C'est paradoxal, mais les plus connus de ce qu'on appelait les châteaux cathares, les Quéribus, les Peyrepertus et les Montségur, ne sont pas des châteaux construits par les cathares, mais construits, ou par leurs protecteurs, mais construits par le roi de France après la croisade contre les Albigeois. Et c'est pour ça simplement qu'on a remis cette réalité. On va inscrire à l'UNESCO des monuments. Ces monuments ont été construits par les rois de France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une histoire cathare sur les lieux, sur les montagnes, dans le pays, autour de ces monuments, mais les murs que l'on voit aujourd'hui sont les murs de forteresses royales qui sont situés dans le Languedoc étant la province que le roi de France crée après la croisade, quand il s'empare des terres, notamment des terres de Carcassonne, Béziers, Albi. Effectivement, oui, c'est plus clair. Et pour replacer un petit peu le contexte historique, qu'est-ce qu'il y avait avant en fait? Alors avant la conquête royale, qu'est-ce qu'on a? On a un territoire qui est un territoire méridional, qui est partagé entre deux grandes zones d'influence, Toulouse et Barcelone, les comtes de Toulouse et les comtes de Barcelone, qui ne peuvent pas se sentir, qui se font la guerre pendant tout le XIIe siècle, presque 110 ans, je crois, de guerre. Et dans cette guerre entre Toulouse et Barcelone, eh bien, il y a des seigneuries, comme Carcassonne, qui profitent de ça pour acquérir de l'indépendance. C'est-à-dire que un coup on est du côté des Toulousains, un coup on est du côté des Barcelonais, et chaque fois donc on prend de l'autonomie. Et tout ça, ça entraîne énormément de construction de châteaux, de petits châteaux. Le territoire est un territoire contesté, un territoire de guerre, et donc on fortifie, et chaque seigneur, de la même manière, va se vendre à l'un ou à l'autre et va gagner son autonomie, ce qui nous fait une configuration très particulière. On a énormément de petits châteaux qui sont assez indépendants. Et ces petits seigneurs qui se sont multipliés dans les Corbières, dans la Montagne Noire, dans les Pyrénées ariégeoises, etc., dans ce contexte particulier, petit à petit apparaît une grande rivalité entre les seigneurs et l'Église, notamment les abbayes. La petite noblesse méridionale, elle est volontiers anticléricale. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas croyante. On est dans un monde où la question ne se pose pas. On est croyant. On est croyant chrétien dans ces zones-là. Mais on peut être croyant et anticlérical. Je crois en Dieu, je crois dans l'Église, je crois dans le Christ, etc. Mais je ne crois pas dans l'archevêque de Narbonne, l'abbé de la Grâce, etc. Je suis contre. Voilà. Donc ça, c'est le contexte général. Ça crée un terrain favorable à l'éclosion de la dissidence religieuse. Et dans toute l'Europe, il faut savoir qu'il y a des mouvements qui contestent la puissance de l'Église, qui est devenue très riche. Il y a des mouvements partout qui contestent ça. Et du coup, le territoire toulousain, on va dire au sens très large, entre Rhône et Garonne, entre Massif central et Pyrénées, ce territoire-là, ça devient une aire d'accueil pour les gens qui contestent la puissance de l'Église.
Et petit à petit, donc, ces mouvements contestataires vont se structurer, protégés par les petits seigneurs. Ils vont établir une seconde, on pourrait presque dire une seconde église différente, avec leur propre clergé, leur propre rite, etc. Cette dissidence religieuse, elle gêne beaucoup de monde, mais les seigneurs sont très attachés à cette indépendance-là. Et dans ce contexte de guerre, justement, c'est très difficile pour le comte de Toulouse d'aller contre la volonté de ces hommes d'armes, des gens qui le défendent. Donc le catharisme, alors on va l'appeler, c'est un terme moderne le catharisme, mais on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Le catharisme, cette dissidence, prospère dans les terres toulousaines. Oui, sauf qu'il s'agit d'un territoire stratégique que le roi de France doit protéger. C'est quelque chose qu'il faut réaliser. L'axe Narbonne-Bordeaux, c'est la plus courte route terrestre entre Méditerranée et Atlantique. Aujourd'hui, on s'en moque, parce qu'on a des avions, on a des bateaux rapides, etc. À l'époque, c'est quand même pas rien. Éviter de faire le tour de la péninsule ibérique, le golfe de Gascogne, etc. Tout ça, on l'évite en traversant là. Donc, des axes de communication, des axes commerciaux importants. On est au débouché de la vallée du Rhône. Toute l'Europe du Nord communique avec la Méditerranée par là. On est sur le point de passage le plus bas des Pyrénées, le col du Perthus. C'est le seul endroit où on passe facilement les Pyrénées sans encombre. Donc c'est vraiment un carrefour de communication, un carrefour économique, cette région-là. Et donc évidemment, elle intéresse plein de monde. Vers 1200, vers 1190 ou 200, Catalans et Toulousains arrêtent la guerre et s'unissent. Et parlent même de mariage des enfants. Ce qui veut dire que, si on laisse faire, il va y avoir une dynastie catalano-toulousaine qui va régner sur ce territoire-là. Et là, ça va pas être la même affaire. Parce que ça va être un gros royaume, puissant. Le royaume de France va se retrouver coupé complètement de la Méditerranée, alors qu'il a vraiment envie de descendre vers le sud. Et là, les tensions se déplacent. C'est pas pareil. Voilà, ça devient plus tendu. Et dans ce contexte-là, le pape, il y a un jeune pape qui est élu, Innocent III, qui lui veut s'imposer et qui déclenche la croisade contre les Albigeois. Je le fais simple, mais en gros, voilà ce qui se passe. Les Lusitans se sont battus pendant presque 25 ans, mais ils sont vaincus, et à partir de là, le territoire carcassonnais, le territoire toulousain, tout ça devient français, sous l'autorité du roi. Et notamment, la région de Carcassonne, qui est sans doute la plus stratégique. Carcassonne, c'est le verrou du territoire, entre Corbières et Montagne-Noire. Donc la région de Carcassonne, qui est la plus stratégique, cette région-là, eh bien, elle vient directement dans le domaine royal. Elle appartient au roi direct. Il ne met pas de seigneur, c'est à lui. Voilà. Donc à partir de là, il crée la sénéchaussée de Carcassonne, territoire avec un sénéchal, un gouverneur, on dirait, voilà. Et c'est là que l'histoire de nos forteresses royales démarre. Et que se passe-t-il une fois que le roi de France en a pris possession? Eh bien, le roi de France qui arrive ici, les troupes royales, elles sont dans un territoire hostile. J'ai dit, il y a eu plus de 20 ans de guerre. Il y a eu les bûchers, il y a eu les massacres, ça a été des choses assez horribles. Et le territoire est hostile quand même. Il y a des zones de rébellion, tout le sud des Corbières par exemple, le pays d'Olme, le plateau de Sceaux, tout ça, c'est des zones de rébellion où l'armée royale ne peut pas rentrer. Il y a des contestations dans les villes parce qu'en même temps que l'autorité royale est arrivée et est revenue l'autorité religieuse, avec l'Inquisition, notamment l'Inquisition qui est créée dans ces années-là pour éliminer la dissidence religieuse. Donc, territoire hostile, des révoltes. Les Catalans, qui sont de l'autre côté des Corbières, eux ne sont pas du tout contents que les Français soient arrivés jusque-là. Donc c'est un royaume, quand même un royaume puissant, qui est hostile, qui est susceptible de lancer des raids ou des attaques à peu près n'importe quand. Donc tous ces rebelles qui sont là, etc. C'est un contexte explosif. Et à partir de là, le roi donc s'appuie sur une seule chose, la fortification. Il dit, on va refortifier le pays à fond. Première des choses qui est faite, Carcassonne. Carcassonne, donc, qui est le verrou du territoire avec son emplacement particulier. Carcassonne, donc, est entièrement refortifiée avec la double muraille qu'on lui connaît aujourd'hui, le fossé, le château qui est construit dans la ville, qu'on devrait appeler château royal plutôt que château comtal, parce que le château des comtes de Carcassonne, il n'en reste presque plus rien. Par contre, c'est un château qui est construit au cœur de la ville, avec les défenses tournées vers les rues, parce qu'on craint l'émeute en permanence.
Et sur le modèle de Carcassonne, donc, on va faire la même chose avec une vingtaine de châteaux répartis sur tout le territoire de la Sénéchaussée. Sénéchaussée qui va jusqu'à Béziers, aux confins de Montpellier, jusqu'à Albi. Mais il y a une frange de châteaux qui est très très groupée, qui se situe en gros entre pas loin de la zone littorale et la zone pyrénéenne. Et donc là, dans ce territoire-là, le roi va récupérer une vingtaine de châteaux qui sont confisqués, et c'est exactement le même schéma qu'à Carcassonne. On démolit, on rebâtit à 100%. Et on passe de place seigneuriale à place de garnison. Alors quand je dis place seigneuriale, c'était des lieux de vie, c'est-à-dire qu'il y avait des familles qui vivaient dans ces châteaux. Si on prend Peyrepertuse, les seigneurs de Peyrepertuse, ils avaient leur château au sommet du rocher, avec les maisons des villageois autour. Ils avaient leurs familles qui avaient des maisons, il y avait la petite église, il y avait tout ça. Bon voilà, c'était un petit village fortifié, ce que les archéologues appellent le castrum, village et l'habitat groupé fortifié. Eh bien, ce village-là, Peyrepertuse, est démoli. À la place du château seigneurial, on bâtit la grande forteresse royale qu'on voit aujourd'hui. Et l'habitat se déplace plutôt vers le bas des pentes. Et on passe donc d'un lieu de vie à une forteresse militaire ultra moderne où il n'y a plus qu'une garnison à l'intérieur. Il n'y a plus de marchands, il n'y a plus d'artisans, il n'y a plus rien. C'est une garnison, c'est une caserne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le schéma qui se reproduit sur 20 châteaux de ce territoire. Et ils sont reconstruits, ces châteaux, avec des gros moyens, c'est-à-dire que tout le royaume de France paye des impôts pour qu'on les rebâtisse. C'est pour ça que c'est des forteresses qui encore aujourd'hui frappent les esprits, parce que déjà à l'époque, c'était pas des châteaux ordinaires, c'était des châteaux qui faisaient partie des plus puissants, des plus beaux, ceux sur lesquels on avait mis le plus de moyens. Donc ça donne un aspect très très particulier à ces forteresses. Oui, leur architecture est typique. Exactement, et elles ont été bâties selon les principes de l'architecture capétienne. C'est-à-dire que les rois de France, ils étaient en guerre avec tout le monde. Ils étaient en guerre avec les Anglais, avec les Allemands, avec les Flamands. C'était une guerre permanente. Et ils avaient développé des principes de fortification très efficaces, très rationnels, avec, on va dire, beaucoup de rationalité géométrique. On essaie de ne pas perdre de temps en circonvolution, et en même temps, on met des défenses efficaces, des tours rondes percées d'archères. On intègre les tours maîtresses à la défense. C'est plus simplement le logis du seigneur, mais c'est vraiment le donjon, c'est vraiment un outil de défense. On crée des châtelets d'entrée, comme au château de Carcassonne, là, des portes qui sont entourées de tours. On développe vraiment les murailles de façon linéaire. On adosse aux murailles des logis pour profiter du mur. En fait, tout ça, c'est l'idée de bâtir vite, simplement, efficacement, d'une manière presque standardisée. Parce qu'on fait des économies et on va beaucoup plus vite. Voilà. Donc ça, c'est l'architecture militaire capétienne. Ce qui se passe chez nous, c'est que les maîtres d'œuvre qui viennent du nord de la France, c'est pas des artisans de chez nous, enfin c'est pas des maîtres d'œuvre de chez nous qui ont bâti. C'est vraiment les maîtres d'œuvre du roi, du milieu royal, qui sont venus du nord de la France, arrivent chez nous, et là ils sont confrontés à un problème, c'est l'escarpement des sites. On est dans les Corbières, on est dans la montagne noire, on a des rochers pointus, on a des crêtes escarpées, etc. Ben, il faut bâtir dessus, mais il faut bâtir à la manière capétienne, à la manière du roi. On veut quelque chose d'efficace et de rationnel. Et qui soit identifiable aussi appartenant au roi. Oui, voilà, il faut qu'on reconnaisse qu'on a changé de maître. On n'est plus dans les petits châteaux seigneuriaux qui étaient plus ou moins des volumes carrés, quadrangulaires, cubiques, qui étaient rajoutés chaque génération, on rajoutait un cube à l'autre et ça faisait des espèces de blocs plus ou moins rectangulaires. On n'est plus du tout là-dedans. On est dans quelque chose de pensé, de conçu, de réfléchi et d'homogène. Et d'homogène, c'est dans tout le territoire qu'on voit cette architecture qui est là. Et c'est aussi un message qui est envoyé aux gens, c'est aussi un symbole en disant, ben voilà, maintenant, vous êtes passé dans le royaume de France, et c'est comme ça qu'on se défend dans le royaume de France. Pourquoi avoir choisi ces 8 forteresses royales du Languedoc pour la candidature? Pourquoi ces 8, pourquoi pas les autres? Alors, dans la candidature, autour du château et des remparts de Carcassonne, on a retenu 7 châteaux. Lastour, Thermes, Aguilar, Quéribus, Peyrepertus, puis Lorens et Montségur.
Donc ça, c'est les 7 châteaux qui sont candidats. Pourquoi? Parce que sur ce réseau de 21 châteaux, ou 22, je ne me rappelle plus exactement, qui ont été recensés, c'est ceux qui sont les mieux conservés et les plus représentatifs. Mais il faut savoir qu'il y en avait 22, comme je dis. Il y en a qu'on connaît encore. Je pense à Roquefixade en Ariège, Minerve dans l'Hérault, Sabarda ou Castelfizel dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, on connaît, on voit ces châteaux, on voit des ruines, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe là, mais ces ruines sont en trop mauvais état pour pouvoir candidater au patrimoine mondial. Donc, après, il y a des lieux qui ont complètement disparu. Il y a des lieux en pays de Sceaux dont il ne reste rien, par exemple. On a des textes qui nous parlent de forteresses royales. Si on prend le cas de Belcaire, par exemple, en pays de Sceaux, il y avait un gros château. On nous parle d'une garnison hyper importante dans les textes, aussi importante que celle du château de Puy-Lorens, qui est un gros château actuel, enfin qu'on voit actuellement. À Belcaire, il ne reste rien. Ça a été complètement rasé. Il y a juste le rocher au milieu du village. On sait que c'est l'emplacement, mais il ne reste pas un caillou. Belcaire, Leucate, Montréal, pourquoi ont-ils disparu? Alors, on pourrait presque dire pourquoi les autres se sont conservés. Voilà, parce qu'ils ont disparu, c'est que les châteaux, une fois qu'ils sont abandonnés, disparaissent. C'est le schéma normal. Mais ceux qui se sont conservés, ils avaient 2 critères. Premièrement, ils étaient placés sur la frontière. Donc, il y a quand même eu, il faut réaliser, entre 1258, moment où les rois de France et les rois d'Aragon fixent leurs frontières au sud des Corbières, entre 1258 et 1659, traité des Pyrénées, victoire française, entre ces 2 traités, il y a eu 4 siècles de combats. Donc les châteaux qui étaient placés principalement près de la frontière, on les a gardés. Ça peut servir, on ne sait jamais. Ils ont même été sollicités militairement, certains, jusqu'au XVIIe siècle. Il y avait des petites garnisons, mais avec les mousquets, etc. On tenait la place. Donc ils ont joué un rôle. Donc ceux-là, on les a conservés. Après, il y a autre chose qui en a protégé beaucoup. Prenons le cas de Montségur, par exemple, ou même de Puy-Lorens, c'est l'escarpement. C'est qu'en général, un château est démoli, soit parce que vraiment il gêne. Et là, on décide qu'on le rase parce qu'il va s'écrouler sur les maisons, etc. Soit parce qu'on va récupérer des matériaux dedans. Seulement, aller récupérer des matériaux à Peyreperthus ou à Puy-Lorens, il faut faire le rapport effort-bénéfice. Voilà. C'est ça. Donc, ceux-là ont été conservés. Et pourquoi ont-elles été implantées à ces endroits précisément? Oui, leur emplacement, c'est qu'en fait, ces châteaux, ils viennent déjà, pour la plupart, prenons Cabaret, prenons Montségur, prenons, comment ça s'appelle, Termes ou Peyrepertus, ils viennent occuper des chefs-lieux de seigneurie qui étaient là depuis toujours. C'est le pôle de pouvoir depuis toujours, un peu comme on va occuper la capitale d'un pays, quand on a la capitale, on a le pays, quoi, voilà. Donc c'est un peu ça, déjà on les met au centre du pouvoir. Ensuite, il y en a qui ont été rebâtis, qui n'étaient pas nécessairement des centres de pouvoir importants, mais qui ont été bâtis beaucoup pour contrôler les zones de production minière. Énormément. Le roi a besoin d'argent, il a besoin de métaux, notamment les mines d'argent. Il y a pas mal de mines d'argent, des mines d'argent médiévales, c'est-à-dire des choses avec des quantités qui nous paraîtraient dérisoires aujourd'hui, mais enfin qui sont importantes pour l'époque. Des mines, il y en a, je pense par exemple à Palérac, dans les Corbières, où il y a non loin du château d'Aguilar. On peut se dire qu'Aguilar, ma foi, le fait qu'il y ait des mines d'argent pas loin, ça ne doit pas être étranger à son implantation. Il n'y avait pas de grande seigneurie à Aguilar, mais par contre, il est sur la frontière, il n'est pas loin d'une mine d'argent. Et il n'y avait pas d'emplacement stratégique en cas d'invasion? Alors après, oui, emplacement stratégique, le plus évident, c'est Quéribus, par exemple, qui contrôle le Gros de Maury, le col de Maury, qui est la voie de pénétration évidente dans les Corbières. Donc là, on a mis le château pour contrôler le col. On l'a déjà un peu évoqué, mais quel était le rôle militaire de ces forteresses? Comment elles s'intégraient dans le système défensif du Royaume de France? C'est la défense avancée vers le sud, c'est-à-dire qu'elles sont posées sur la frontière. Moi, je suis persuadé que, selon les logiques de ces grands royaumes médiévaux, comme l'Angleterre, la Castille, la France, voilà, ces fronts de châteaux, ces lignes de châteaux, c'est des fronts aussi d'attaque. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on va aller plus loin l'étape d'après. Et effectivement, on est allé plus loin l'étape d'après. Ça a pris 4 siècles, mais on est allé plus loin. L'idée, c'est quand même de conquérir. Et
Ça va être différent, par exemple, avec Vauban au XVIIe siècle, où là, vraiment, on protège les frontières, ce qu'on estime être les frontières naturelles de la France. Là, on est sur des endroits où on veut encore avancer. Le monde n'est pas très fixé encore. Donc, pour moi, il y a effectivement, on empêche les Catalans de remonter, et en même temps, on se prépare le fait qu'on va les attaquer. Ça, ils ont ce double rôle. Moi, j'en suis persuadé. D'accord. Et, et après, ben alors, le rôle militaire, il faut voir aussi qu'ils n'ont pas été bâtis tous en même temps. La période de construction des châteaux, ça va de 1230 à 1300 à peu près, ça fait 70 ans. En 70 ans, il s'est passé plein de trucs dans la région. Par exemple, quand Peyrepertuse est vendu au roi de France, le seigneur est malin, il le vend avant de se le faire piquer. Ah d'accord, ça se passait comme ça. Lui, il a fait comme ça, il s'est bien débrouillé. D'accord, mais sinon pour les autres, le roi de France exigeait... Il y en a qui ont été confisqués, il y en a qui ont été pris. Montségur, par exemple, ça a été pris militairement, et puis gardé. Terme, pareil, voilà. C'était pris par le roi, puis il le garde. Il y en a qui ont été négociés, il y en a qui ont été confisqués, il y en a qui ont été vendus. D'accord, voilà. Ok. Plus malin celui qui réussit à vendre juste avant qu'il se le fasse piquer. Donc quand on prend le cas de Peyrepertuse, ce château est acheté par le roi donc en 1240. Oui, dans les années 1240, mais le pays, la zone de Peyrepertuse n'est pas pacifiée. Il y a Quéribus, il y a Puy-Lorrains, il y a les châteaux de Fenouillet, juste à côté, etc., qui sont encore en résistance. On n'est pas loin de la frontière aragonaise, donc là, l'idée de ce château, on le bâtit vite et fort, c'est d'être une tête de pont dans un territoire hostile. Quéribus va tomber plus tard, la frontière se fixe. Donc là, l'idée, c'est de faire un château qui verrouille une frontière qui est fixée. Chaque fois, chaque site a une histoire différente. Oui. Même Montségur, donc, qui peut paraître un peu éloigné de tout ça, Montségur, on pense que... On s'interroge beaucoup sur le rôle de Montségur. Montségur a été pris après un siège terrible de 10 mois. C'était à un moment donné le refuge de l'église cathare. C'est peut-être un des seuls lieux où il y a vraiment une implantation avérée du catharisme vraiment, vraiment forte. Dans les autres châteaux, il y a eu des cathares qui se sont abrités, comme il y a eu des rebelles, comme il y a eu des gens, enfin, voilà, c'est des zones de refuge en temps de guerre. Mais Montségur, ça a été choisi pour que l'église cathare se réorganise. Et donc, elle était protégée par une armée d'une centaine de chevaliers, c'est assez important pour l'époque, et ça a entraîné, à un moment donné, les rois de France ont dit, il faut en finir avec Montségur. Il y a eu un siège qui a duré plus de 10 mois, et à l'issue de ce siège, il y a eu ce bûcher de 200 personnes qui ont été brûlées au pied de la montagne. Donc c'est un endroit qui a frappé les esprits avec quelque chose de dramatique, et on pense que vraiment le château de Montségur, il a un rôle d'affirmation, de reprise en main de ce territoire-là. Plus de possession que plus qu'un rôle militaire. Il ne contrôle pas forcément un col de passage important, il ne contrôle pas forcément des mines d'argent, mais il s'agit de dire, voilà, ça a été le pire lieu de rébellion, le pire lieu d'hérésie, le pire lieu de tout ce qu'on veut. Ben maintenant, le roi est là, etc. Voilà. C'est de tourner la page et d'affirmer sa position, quoi. Je pense que c'est vraiment une vision de faire effacer ce souvenir de cette résistance et de ce massacre horrible de Montségur, en disant, mais vous voyez, il ne faut pas s'opposer à nous parce que voilà comment ça se passe. Voilà. Et ces châteaux, donc du coup, comment ça fonctionnait en termes de surveillance, en termes de communication entre chaque site, comment ils se prévenaient les uns les autres d'une éventuelle invasion On n'a rien on n'a aucun texte qui nous en parle. Hein. Ce qui est évident, c'est qu'il y a des sites où ça peut fonctionner directement à vue. On commence à le percevoir maintenant qu'on a des drones, qu'on peut essayer de voir à hauteur des tours disparues, qu'est-ce que ça pourrait donner si on se met à 10, 12, 13, 15 mètres, on voit ce qu'on peut voir à la ronde. Donc il pouvait y avoir effectivement des communications directes de château à château, et en règle générale dans ce genre de sites, c'est des communications par feu, par signaux de fumée, si on veut donner des alertes. On n'a rien qui nous dit pour le côté français que ça existait. Par contre, à la même époque, en face, côté catalan, on a des textes qui nous disent voilà comment ça doit se passer. Un éclat, c'est une centaine d'hommes. 3. Oui, il y avait vraiment un code. Voilà, c'est ça, voilà. Ouais. Il y a des codes qui sont là, donc qui existent chez les Catalans. Je ne vois pas pourquoi les Français. On n'aurait pas aussi de leur côté. Ils n'ont pas laissé de traces. D'accord. Ok. Oui, on suppose qu'ils devaient forcément communiquer d'une manière ou d'une autre. Après, c'est évident quand on est à Quéribus, une armée qui arrive une grosse armée qui se déplacerait depuis Perpignan, on la voit
avec 24 heures d'avance quasiment. Voilà. Ah oui. Oui. Donc avant qu'elle arrive. Mm. Donc à partir de là, on peut envoyer des messagers. Et il faut imaginer aussi quelque chose qu'on n'a pas en tête, mais qu'il y avait quantité de points relais dans les montagnes, sur des crêtes, des tours qui ont disparu, qui sont noyées dans la végétation. Il y en a partout. Il n'y a jamais un château tout seul, il y a toujours des... Donc entre les deux châteaux, il y avait des... Voilà, si c'est pas parce qu'ils se voient pas, qu'il n'y a pas des relais, quoi. D'accord. Seulement maintenant, aller dans les bois de chênes-verts de Terme ou tout ça, voir... Oui, c'est trop compliqué. À trouver. Elles sont devenues quoi, ces forteresses, à la fin du Moyen-Âge? Alors, après le traité des Pyrénées, elles perdent de l'intérêt militaire. Et à partir de là, les gens commencent à aller les piller. Il commence à y avoir des phases de récupération. On le voit bien dans l'archéologie, ça, où on va récupérer les tuiles, on va récupérer les poutres, tout ce qui est utile de suite. On va récupérer tous les baraudages des fenêtres, les choses comme ça. C'est des choses qu'on ne trouve pas en fouille. Ça veut dire que c'est pas écroulé, ça veut dire que ça a été retiré, ça a été récupéré. On récupère aussi par exemple les dalles de chemin de ronde, qui sont des belles pierres plates qu'on peut réutiliser de suite en dallage ou ailleurs. Voilà, des choses comme ça, des pierres particulières. Et à partir du moment où on a récupéré les toitures, on a récupéré ce qui protégeait les murs s'écroulent, tout bêtement. D'accord. Donc il y a une phase où les châteaux commencent à se dégrader, à se détruire, où il y a même après, avec l'arrivée un peu de l'ère industrielle, il commence à y avoir des moyens de téléphériques et de choses comme ça, et il y a des vraies démolitions qui ont lieu, mais on est aussi au moment où apparaît la notion de monument historique en France. D'accord. Et dans la foulée de Carcassonne, qui a été quand même le grand déclencheur de l'engouement pour les monuments historiques, dans la foulée de Carcassonne, on a des gens qui parcourent le pays et qui disent « Ah, mais ce château, il est du même style que Carcassonne. » Voilà. Et donc, ils sont classés, la plupart de ces châteaux sont classés, protégés par l'État, assez précocement. Oui, il n'y a pas eu de reconversion de ces châteaux avec un usage plus moderne par la suite. Et c'est vraiment pour... Ils sont restés forteresses. On peut vraiment parler de forteresses là, parce que n'ont pas eu d'autre usage que personne ne les a habités. Il y a eu, oui, la chapelle de Terme, elle est cadastrée bergerie au début à la fin du 19e siècle, elle est marquée bergerie, mais c'est des ruines, on y met les moutons et la pièce qui est debout, on en fait. Oui. C'est tout. Merci beaucoup, David, on aura tous beaucoup appris aujourd'hui. Et puis on va aussi se retrouver dans quelques mois pour un prochain épisode. C'est vrai que là on a beaucoup parlé de l'appellation Château Cathare, de l'appellation Forteresse Royale du Languedoc. Dans un prochain épisode, on abordera plus le quotidien, la vie au cœur des forteresses, donc comment les gens vivaient. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé votre savoir, c'était vraiment passionnant. J'espère que ce sujet vous aura tous plu et que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. En attendant, vous pouvez soutenir la candidature sur le site web forteresse-royale-du-Languedoc.fr et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode.